On va s'attaquer à un sentiment que, franchement, tout le monde connaît, cette fameuse impression d'être nul en maths. C'est une phrase qu'on entend tout le temps, n'est-ce pas? Parfois, c'est même dit avec une sorte de fierté. Mais alors, d'où ça vient cette idée qui semble si universelle? Et c'est vrai qu'en France, cette petite phrase, on l'entend beaucoup plus que pour n'importe quelle autre matière. C'est devenu presque culturel, une sorte d'excuse toute trouvée, socialement acceptée. On l'entend de nos parents, de nos amis, et au final, beaucoup finissent par y croire, par se dire que c'est une sorte de fatalité. Mais et si c'était faux? Et si ce sentiment n'avait rien d'une fatalité personnelle? Si en fait ce n'était pas une question de compétences innées, mais plutôt le résultat d'un mélange, un cocktail complexe de facteurs psychologiques, culturels et même politiques? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, c'est parti, on va commencer par le commencement. Parce que cette peur, eh bien, elle porte un nom. Ce n'est pas juste une vague impression, non, c'est un vrai phénomène très sérieusement étudié par les psychologues. On l'appelle l'anxiété mathématique. Et attention, ce n'est pas juste le fait de ne pas aimer les maths, hein. C'est une vraie forme d'anxiété liée à la performance qui a des effets très concrets, mesurables, sur notre cerveau. En gros, elle vient littéralement saboter nos capacités de raisonnement. Et pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du truc, des études estiment que près de 25% de la population nord-américaine ressentent cette anxiété. Un quart. Ce n'est donc absolument pas un problème isolé, c'est un véritable phénomène de société qui touche des millions de gens. Bon, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là? Eh bien, l'anxiété, c'est comme si elle forçait notre cerveau à faire deux choses en même temps. D'un côté, il doit résoudre le problème de maths, et de l'autre, il doit gérer la peur. C'est ce qu'on appelle une double tâche. Et ça sature complètement notre mémoire de travail, la RAM de notre cerveau si on veut. Le résultat, c'est que la tâche principale, résoudre le problème, devient incroyablement plus difficile, parfois même impossible. D'accord. Mais cette anxiété, elle ne sort pas de nulle part, on est bien d'accord. Elle est souvent nourrie par des mythes, des idées reçues qui ont la vie dure et qui font, en réalité, pas mal de dégâts. Alors, on va en démonter quelques-uns. Le premier et sans doute le plus tenace, c'est celui de la fameuse bosse des maths. Ça oppose deux visions du monde, en fait. D'un côté, il y a la mentalité dite fixe qui nous dit qu'être bon en maths, c'est un don. On l'a ou on l'a pas, point. Et de l'autre, la mentalité de croissance qui, elle, est soutenue par la recherche. Elle dit que les maths, c'est avant tout une compétence. Ça se travaille, ça se développe, un peu comme un muscle. Le problème, c'est que si on est persuadé d'être nul de naissance, on n'essaie même plus. Et là, on a la recette parfaite de la prophétie autoréalisatrice. Un autre mythe, c'est que les maths seraient une discipline froide, sans aucune créativité. Regardez cette citation d'un des plus grands mathématiciens, David Hilbert. Il parle d'un de ses étudiants qui a abandonné les maths pour la poésie. Et il dit « J'ai toujours pensé qu'il n'avait pas assez d'imagination pour devenir mathématicien. » C'est incroyable, non? Ça nous montre à quel point les maths, à haut niveau, sont en fait une discipline qui demande une imagination folle. Et puis, bien sûr, il y a le mythe du genre, celui qui voudrait que les garçons soient naturellement meilleurs en maths. Alors là, il faut être très clair. Les études scientifiques sont unanimes. Il n'existe aucune preuve biologique de ça. Zéro. C'est une croyance purement culturelle, un stéréotype. Mais un stéréotype qui, comme on va le voir, a des conséquences absolument désastreuses. Donc, au-delà des mythes, il y a aussi ce qu'on apprend. Parce que cette peur, souvent, elle ne vient pas de nous. Elle nous est transmise, la plupart du temps de manière complètement involontaire, par notre environnement. L'école et bien sûr la famille. Pour comprendre ça, il faut voir que les maths ont une particularité. Elles sont cumulatives, c'est-à-dire que chaque nouvelle notion s'empile sur la précédente. Si on loupe une marche, un concept de base, tout ce qui vient après devient bancal, voire incompréhensible. L'image de la tour de Jenga est parfaite pour ça. Vous retirez une seule brique à la base et c'est tout l'édifice qui risque de s'effondrer. On imagine bien l'angoisse que ça peut gêner. Et cette fragilité, justement, elle peut nous enfermer dans un véritable cercle vicieux. Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, il y a l'anxiété face à un problème. Cette anxiété nous pousse à éviter. On fuit les maths. Sauf que, moins on pratique, plus nos lacunes se creusent. Et ces lacunes, elles mènent à quoi? À de mauvais résultats. Et cet échec vient confirmer ce qu'on pensait au départ. Ah, tu vois, je suis vraiment nul. Ce qui, bien sûr, renforce l'anxiété. La boucle est bouclée, c'est un engrenage infernal. Et la recherche montre un truc super intéressant. Le rôle des parents, notamment au moment des devoirs. Un parent qui est lui-même anxieux avec les maths, même en voulant bien faire, peut transmettre cette anxiété à son enfant. Juste en soupirant, en disant « Oh, ça, j'ai jamais compris ». Il crée sans le vouloir une association très forte et négative entre les maths et des émotions comme le stress. Ok, jusqu'ici, on a beaucoup parlé de l'individu, de la psychologie. Mais maintenant, il faut qu'on élargisse le champ. Parce que parfois, le problème est plus large. Il est systémique. Ce sont les politiques éducatives elles-mêmes qui peuvent, involontairement, aggraver les choses. Pour ça, prenons un cas d'école très concret,
l'impact de la réforme du lycée en France. Les chiffres sont parlants. Avant cette réforme, 90% des élèves en terminale générale faisaient des maths. C'était la norme. Après la réforme, regardez bien, ce chiffre s'effondre à 59%. On a perdu quasiment un tiers des élèves. C'est un décrochage absolument massif. Et attendez, ce n'est pas tout. Si on zoome sur les filles, là, l'effet est encore plus violent. On est passé de 85% de filles qui suivaient des maths en terminale à peine 46%. On a divisé la proportion par 2, c'est énorme. En l'espace de quelques années, des décennies d'efforts pour l'égalité dans les filières scientifiques ont été anéantis. Et comme si ça ne suffisait pas, la réforme a aussi accentué les inégalités sociales. Prenez l'option la plus poussée, maths experte. On se rend compte que les garçons qui viennent de milieux très favorisés sont 2 fois plus nombreux à la choisir que ceux qui viennent de milieux défavorisés. Les maths deviennent donc, plus que jamais, un marqueur social et un outil de reproduction des élites. Bon, le constat est assez lourd, c'est vrai, mais prendre conscience du problème, c'est déjà un premier pas énorme. Alors maintenant, la question c'est, comment est-ce qu'on peut commencer à changer cette équation? Quelles sont les pistes? Eh bien, une des clés se trouve à la maison. L'idée, ce n'est pas de se transformer en prof de soutien, pas du tout. C'est plutôt de dédramatiser, de parler des maths au quotidien, en faisant un gâteau, en calculant une promo pendant les courses, bref, montrer que les maths sont partout, qu'elles sont utiles et concrètes. Le but, c'est vraiment de les reconnecter au réel et de créer des souvenirs positifs avec. Et puis, au-delà de la famille, le vrai défi, il est culturel. Il faut qu'on arrive collectivement à sortir de cette vision des maths comme étant juste un outil de sélection, un truc impitoyable réservé à une petite élite. Il faut réussir à les montrer pour ce qu'elles sont vraiment. Une discipline profondément humaine, souvent créative et qui peut être accessible à tous. Ce qui nous amène à une dernière question, une question de fond. Et si, au final, le plus gros problème des maths, ce n'était pas les chiffres? Si le problème, ce n'était pas les équations, mais plutôt tout ce qu'on projette dessus, nos propres peurs, nos préjugés et les défauts de notre système. C'est une réflexion qui, on le voit bien, va bien au-delà de la simple salle de classe.